Les débats avec vous sur Sud Radio avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et vous avez publié les arènes, la fracture aux éditions Les Arènes. On va pouvoir faire un point avec vous sur les sondages, ces sondages que Anne Hidalgo déteste. Gilles Gansman est resté avec nous, journaliste média à Sud Radio. Pardon ? Mais qu'elle utilise. Oui. Il déteste, mais qu'elle utilise contre ses rivaux. Dominique de Montvalon, journaliste politique. Bonjour Dominique. Et Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International. Vous êtes communicante. Merci à tous d'être là. Gilles, le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Pour commencer, une analyse intéressante de l'avocat Charles Consigny, qui est désormais engagé auprès de Valérie Pécresse. Il a dénoncé hier la façon dont les politiques sont devenus dans notre société des punching balls. C'est assez difficile de faire de la politique et je ne vois pas pourquoi les hommes et les femmes politiques deviendraient les souffres-douleurs de toute la société. Et je constate qu'aujourd'hui, des humoristes, des matinales aux chroniqueurs du soir, en passant par les réseaux sociaux, les journaux, etc., les hommes et les femmes politiques sont devenus les souffres-douleurs de toute la société. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait changer. C'est normal d'être exigeant vis-à-vis d'eux parce que typiquement, ils prennent des décisions lourdes, ils sont élus, ils sont rémunérés, etc. Mais de là à leur faire porter sur les épaules le poids de tout ce qui nous arrive, je trouve que c'est un peu facile et que ce serait bien de rééquilibrer un peu les choses. Je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est vrai que tous nos malheurs tombent sur les hommes politiques. Oui. Dominique ? Je trouve ça intéressant aussi. Je peux pas. Vous n'êtes pas d'accord, mais dites-le. Non, je peux pas me retenir vis-à-vis de Charles Consigny d'une petite pique, c'est-à-dire qu'il découvre ça, il souligne ça, qui est effectivement exact, qui est un vrai problème. Ça le travaillait moins quand il était un simple chroniqueur régulier que je suivais avec intérêt d'ailleurs dans des émissions de télévision. Maintenant, il a changé de registre. Il est auprès de Valérie Expert et il découvre. Pécresse. Oui. Pas encore. Et expert présidente. Voilà. J'étais trop troublé par ce qu'il avait dit. Pardon. Et il découvre un peu l'Amérique. Ouais. Voilà, j'allais dire la même chose, rien de nouveau sous le soleil. Tout venant de lui. Absolument. Et bon, voilà. Mais il dit une chose. Après, on oublie l'émetteur. On peut parler du message. Le message. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a contribué. Éric Zemmour hier était sur BFM et il a décidé apparemment de flatter les complotistes et les rallier à sa cause. Hier sur BFM, il a émis une petite hypothèse sur le pass vaccinal, vous allez voir. Le pass ? Le pass. J'étais contre le pass vaccinal et j'ai dit que je le supprimerais quand j'arriverai au pouvoir. D'ailleurs, je vois que maintenant le gouvernement rétropédale. Envisage de le supprimer en fin mars, début avril. Oh, comme c'est un hasard. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas mon genre, vous me connaissez, je ne suis pas du tout suspicieux. Mais je soupçonne quand même le gouvernement d'avoir inventé cette machine qui ne sert à rien. Parce qu'on savait que Omicron était un virus de fin d'épidémie, si j'ose dire, pour pouvoir faire ce cadeau électoral. Mais vous allez dire que j'ai mauvais esprit. Voilà, il imagine que le pass vaccinal, c'est pour faire élire Emmanuel Macron. Oui, ça a été dit et évoqué. Oui, Frédéric ? Non, j'ai pas de remarque particulière sur ce que dit Éric Zemmour. C'est le propre d'un candidat à la présidentielle d'exploiter les événements. Maintenant, je vois que les Français ont plutôt soutenu assez massivement le pass vaccinal. Oui, globalement. J'attends les réactions de vos auditeurs. Oui, absolument. On va voir. Gilles ? Clément Beaune n'ira pas louer un 3 tonnes pour défiler dans le convoi des libertés. Il n'y a pas été de main morte hier sur LCI. Vous allez voir, il est appuyé sur le champignon. On peut être sévère, on peut être anti-Macron, anti-gouvernement, mais ne tordons pas les mots et la réalité. C'est pas le convoi de la liberté, ce convoi-là. C'est le convoi de la honte et de l'égoïsme. C'est pas des patriotes, ce sont des irresponsables. D'ailleurs, certains qui réagissaient sur l'autoroute, je ne sais pas s'ils étaient nombreux, montraient leur exaspération. C'est le énième épisode des antivax, manifestement, qui sont pour certains cas, à l'évidence, complotistes, jusqu'au plus haut point, qui croient que le vaccin est un complot international ou le virus et que le vaccin est une réponse qui consiste à insérer des puces dans les bras des gens. C'est très grave. Ça pourrait faire sourire si on ne parlait pas d'hospitalisation, de décès, de vies qui sont en jeu.
mais ne pas accorder une importance non plus excessive à un convoi qui se nomme à l'exact opposé de ce qu'il est. C'est d'ailleurs un peu paradoxal de vouloir se prétendre pour la liberté quand le projet c'est de bloquer la route et la vie des gens. Alors, moi je dirais simplement qu'il faut rappeler que le préfet de police a interdit ce blocage de Paris et cette manifestation. Maintenant, moi je pense que plus globalement, il y a une protestation, une colère dans ce pays qui s'illustre d'une manière ou d'une autre. Alors ils ont repris le concept canadien pour arriver, défiler, bloquer. Voilà, mais c'est juste une colère qui s'exprime, comme ce fut le cas avec les Gilets jaunes, rien de plus. On va en reparler tout à l'heure. Et moi, il y a une logique dans mon zapping, et oui, madame. En effet, les politiques, on leur tape tête dessus, mais quand un homme politique et un ministre comme Clément Beaune traite les gens d'irresponsables, il y a un moment, c'est normal qu'il y ait une confrontation entre les deux. Ça attise le feu, en tout cas. Ouais, c'est tout. Oui, c'est fini. Oui. Je croyais que vous aviez le son. Ah si, mais ça, je voulais garder pour que vous fassiez le lancement. Vous en parliez à Frédéric. Vous voulez allez-y, on va en parler. Alors hier, dans C'est à vous, il est allé à 1,5 désormais. Mais pas chez vous, pas chez IFOP. Anne Hidalgo. On parle d'Anne Hidalgo. 2,5, ce qui est pas beaucoup non plus. Et vous l'avez entendu ou pas? C'est à vous. On va vous faire écouter ce qu'elle disait sur les sondages. Moi, je vais vous dire, pour moi, la politique, c'est pas des clics, c'est pas cette course de petits chevaux, c'est pas des sondages jour après jour qui font de la politique quelque chose qui ressemble plutôt à un classement TripAdvisor. Pour moi, la politique, c'est de la rencontre, c'est de l'engagement, c'est de la détermination. Et vous voyez le temps que nous passons à parler de la course des petits chevaux avec des sondages, je vous le dis très clairement, vu comment ils sont fabriqués, je les mets vraiment en cause et ça n'enlève rien à ma détermination. C'est du temps en moins pour parler aux Français. Voilà, je les mets en cause. Et dernière chose pour préciser, parce que j'ai un moment, je suis obligé de mettre qu'une minute, elle faisait aussi référence à un article du Monde dans lequel les méthodes de la façon dont étaient faits les sondages étaient remis en cause. Et c'était suite à cet article du Monde qu'elle réagissait en disant... Moi, j'ai réagi à je me permets, à cet article du Monde qui est extrêmement partial. J'ai proposé à son auteur un débat public qu'il a bien sûr refusé, puisque tous les arguments que je lui avais donné n'ont pas été mis dans son papier. Il a le droit de le faire, mais j'ai le droit de dire que cet article est foncièrement malhonnête et à charge. Je mets en avant le dossier qu'a fait d'autres, qu'ont réalisé d'autres hebdomadaires, comme par exemple Marianne, qui était beaucoup plus sérieux. Alors, sur ce que dit Anne Hidalgo, elle est bien sûr dans son rôle. On sait très bien que quand les sondages sont mauvais pour des candidats, ils ont tendance à les délégitimer. Jean-Luc Mélenchon qui retweet des sondages qui lui sont bons et qui délégitime des sondages qui sont mauvais. Anne Hidalgo est dans ce rôle. Maintenant, voilà, j'ai envie de dire, chacun est dans son rôle de dire ce qui compte, c'est le terrain, la rencontre avec les candidats, les propositions. C'est vrai, chacun est dans son rôle, chacun fait dans son métier. C'est vrai que je n'apprécie pas non plus la course des petits chevaux parce que les sondages, ce n'est pas que ça et c'est loin d'être ça. Même notre rolling, notre enquête quotidienne qui peut donner l'impression d'être seulement sur une course des petits chevaux. Quand on regarde les documents, quand on regarde toutes les informations que ces documents contiennent, on n'est pas seulement sur le rapport de force électorale. Allez, vous pourrez répondre dans un instant. Il est bientôt 11h, l'heure du journal, et puis vous nous direz comment vous réagissez à ces propos. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Votre dernier livre, La fracture, est paru aux éditions Les Arènes. Patricia Balme, vous êtes communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Dominique de Montvalon, journaliste politique, et Gilles Gansman, journaliste média à Sud Radio. Vous restez avec nous, Gilles. Alors, on va évoquer le départ d'Éric Woerth vers LREM. Il soutient Emmanuel Macron. C'est la une du Parisien ce matin. On va parler de ces convois de la liberté. Et puis, on va profiter de votre présence, Frédéric, pour faire un point sur les petits mouvements qu'on peut observer dans les sondages dont on parlait, puisqu'Anne Hidalgo, hier soir, chez Anne-Elisabeth Lemoine, a mis en cause la façon dont les sondages étaient faits. C'est vrai que donner à 1,5 chez vos confrères de... C'est quoi, Odoxa, c'est ça, non? C'est Elab. Elab, oui, c'est ça. Et chez vous, à 2,5%. C'est sûr que... ce soit 1,5 ou 2,5, je veux dire, sa campagne est un naufrage et elle a désintégré le Parti Socialiste. Je voulais juste rappeler une petite chose. Il n'a pas eu besoin d'aide pour se désintégrer, si je puis me permettre. Tu as raison. Je voudrais juste rappeler une petite chose, c'est que lorsqu'elle est
était en campagne pour la mairie de Paris et que les sondages lui étaient favorables, les sondages ne l'ont pas dérangée et elle n'a pas parlé de course de petits chevaux. Ceci est un classique. Dominique ? Je partage totalement ce qui vient d'être dit. C'est un rappel utile. Et je voudrais rappeler aussi, tant qu'à faire, une déclaration qui date de moins de 3 mois d'Audrey Pulvar, à l'époque pas brouillée avec Hidalgo, peut-être qu'elles se sont réconciliées de coup, enfin peu importe. Et elle avait dit, de Macron, elle fera du petit bois. Sans commentaire. Absolument. Et puis où est Olivier Faure? Où sont les autres socialistes? Où sont-ils? Où on les entend pas? On les voit pas? Ils ne les soutiennent pas? C'est vrai, mais on peut aussi se demander à l'envers si elle a eu envie avant-hier, hier, aujourd'hui et même encore ces heures-ci, de s'adresser à eux et de les considérer comme des interlocuteurs respectables. Vous pensez qu'elle est seule? Tout à fait. Moi, je pense que Gilles a raison. Gilles Gansman a raison sur un point, parce qu'il a évoqué à l'instant le nom d'Olivier Faure, et je pense que ça a été l'erreur historique du Parti Socialiste de le désigner comme premier secrétaire du Parti Socialiste. Tu vois, il est totalement absent, il est inodore, incolore, et son soutien est très très mince pour Anne Hidalgo. Il n'a pas incarné le socialisme, comme certains ont pu incarner, même François Hollande. En tout cas, il n'y a aucun lieutenant dans les médias, alors qu'on voit plein de gens de la France Insoumise, on voit plein de gens représentant Zemmour, plein de gens représentant Marine Le Pen. Il n'y a aucun représentant du Parti Socialiste. Excusez-moi, je donne mon analyse. Non, la question. Non, je dis ça avec une fausse naïveté. Comment expliquer? Moi, je fais le vide autour d'elle, elle a le vide. C'est clair que je ne vais pas participer au discours où, bien sûr, quand les sondages sont mauvais, le candidat rate sa campagne. Quand ils sont bons, il la réussit. On est à 2 mois du vote, donc prudence. Bien sûr, moi, je vais moins m'intéresser à Anne Hidalgo que la gauche dans son ensemble. Vous avez vu notre rolling quotidien. Hier soir, le total gauche était à 24,5%. Si je rajoute Philippe Poutou, 25%. C'est historiquement bas. En 2017, qui était un très mauvais cru, la gauche faisait 29% avec 4 candidats. Je comptais l'extrême gauche. Là, elle fait à peine 25 avec 7 ou 8 candidats. Il y a une gauche qui a tenu le choc à l'échelle locale, au régional, notamment le PS, au régional, au municipal. On parlait de la victoire d'Anne Hidalgo tout à l'heure. Et c'est vrai que les sondages étaient plutôt favorables, il n'y avait pas de critique de sa part, mais je ne rentre pas dans le jeu qui est, les politiques, ça fait partie du folklore de critiquer les enquêtes d'opinion et parfois de les utiliser. Mais moi, là, ce qui me frappe, c'est à quel point aujourd'hui, et on l'a bien montré dans un sondage pour le JDD dimanche, l'espace qu'aurait pu être celui d'Anne Hidalgo, un espace social-démocrate, a été phagocyté par Emmanuel Macron. Quand on a travaillé sur les trajectoires électorales, et ça va vous intéresser, Patricia, qui avait suivi la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron arrive à capter 1/3 de Royal 2017, 1/3 de Sarkozy, 1/3 de Bayrou. Il occupe cet espace central, encore 41% de l'électorat de François Hollande de 2012. Et vous vous souvenez, Valérie, comme je m'étais agacé de la une de Libé en mars dernier qui disait « Les électeurs de gauche sont perdus, au second tour ils voteraient pour Le Pen ». Peut-être, mais une fois de plus, on parle du second tour, on parle du premier tour. Je vois qu'il y a une partie de la gauche qui est, chez Emmanuel Macron, une partie très forte dans l'abstention. Quand on s'intéresse au positionnement des Français sur un axe gauche-droite, 48%, ça date de dimanche, se positionnaient très à gauche, au centre-gauche. La traduction électorale aujourd'hui, c'est 25. 48-25. Où sont ces 23 points? Eh bien, ils sont chez Macron, ils sont dans l'abstention, ils sont des miettes chez Zemmour, des miettes chez Le Pen. Mais voilà, ça en dit long sur l'état de la gauche d'une manière générale à 2 mois du vote. J'ajouterais juste un petit mot. Il se trouve que le bal des égaux a détruit l'idée même de l'union de la gauche. Le bal des égaux, il est un peu partout aussi. Oui, on peut en parler à droite, mais je veux dire, en tout cas, il n'y a pas eu de travail pour répondre de la gauche. Il n'y a pas eu de je partage ce que vous dites, Patricia, mais je dirais plus au-delà de l'incarnation. Il y a des incarnations qui réussissent pas trop mal. Jean-Luc Mélenchon est à 10. Fabien Roussel connaît une petite embellie sondagière. On se moque de ses 3,5. Mais c'est quand même 2 fois ce qu'avait obtenu Marie-Georges Buffet en 2007, la candidate communiste. Mais c'est vrai que la gauche n'a pas répondu à la question suivante.
qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui et de quoi parle-t-on aux électeurs de gauche plutôt que parler de mécano électoral, de primaire, d'union, qui n'intéressent pas les gens. Vous vous rendez compte qu'on va peut-être avoir une Assemblée nationale où on aurait du Zemmour, on n'aurait que des gens de droite et presque pas le PS représenté. Législative n'est pas une présidentielle. Parce qu'il y a l'élection. Pardon, je dis ça de façon hypothétique. Mais on se retrouvera dans 2 mois. Il y a l'élection présidentielle et imaginons que sur la base des sondages actuels que Emmanuel Macron soit réélu, c'est effectivement tout à fait possible ou plausible. La situation ne sera pas celle qui suivait l'élection de 2017 et on pourrait même avoir, pour dire ça d'un mot, une situation de cohabitation. Tout à fait. Ça c'est possible. Allez, on avance un petit peu, petit tour de table. J'aime bien savoir ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Frédéric, on sort complètement de la politique. On sort, mais on ne sort pas complètement. C'est un coup de cœur pour un film. J'arrive à aller de temps en temps au cinéma, mais moins que ce que je voudrais, qui s'appelle Les Promesses, avec Isabelle Huppert et Reda Kateb. Déjà, j'y suis allé les yeux fermés parce que dès qu'il y a Reda Kateb dans un film salle, il a ouvert les yeux, ou Isabelle Huppert, je fonce parce que ce sont 2 acteurs extraordinaires et Reda Kateb devient, à mon avis, un vrai géant du cinéma. C'est une plongée dans l'exercice du pouvoir à l'échelle locale, donc c'est de la politique, ça peut m'intéresser. Isabelle Huppert joue le rôle d'une maire d'une ville de banlieue qui va quitter sans regret la vie politique, qui va transmettre le flambeau à sa première adjointe. Elle se reniera, mais je raconte pas complètement le film. Mais son dernier combat, c'est se battre pour que une cité assez insalubre, les Bernardins, reçoivent, dans le cadre du Grand Paris, une subvention de 63 millions d'euros. Donc il y a 2 très grands acteurs. C'est intéressant de voir les élus confrontés au réel, l'action des élus au niveau local. Alors, j'ai pas réagi sur votre premier propos, Gilles, sur oui, on se moque des politiques. Moi, ça m'agace souvent qu'ils soient une tête de Turc. Ça a toujours été le cas, les Guignols, le Bébé de Chou. Mais maintenant, il y a les chaînes info, il y a les réseaux sociaux. On est à l'heure de la ricanerie et du ricanement permanent. On voit au niveau local, alors ce n'est qu'une fiction, mais moi je les vois aussi professionnellement, qu'ils se battent, qu'ils font le maximum. Donc, ces élus locaux qui sont au réel, qui sont à portée d'engueulade et qui font tout pour que les choses se passent mieux. Et puis aussi l'articulation locale, nationale. Isabelle Huppert est entre guillemets draguée pour devenir ministre. Elle rencontre un conseiller ministériel, insupportable qui la prend de haut. On voit cette articulation locale, nationale et cette centralisation à la française. C'est dans le bureau du président de la République que sont décidés les 5-6 grands arbitrages pour savoir quelle cité va toucher les subventions du Grand Paris. C'est une fiction, mais ça me rappelle un film qui s'appelle L'exercice de l'État, avec aussi un acteur pour lequel je cours les yeux fermés au cinéma, qui s'appelle Olivier Gourmet, et je trouve qu'on est vraiment sur des films absolument passionnants. Les promesses avec Isabelle Huppert. Si vous l'avez vu, je me disais bien que vous iriez pas voir Les Tuches. Vous n'étiez pas dû voir regarder Les Tuches. Les Tuches, c'est génial. Il peut, tout à fait. Patricia, c'est un coup de cœur. C'est à la fois un coup de cœur, un coup de gueule prudent. Ouais. Il y a 48 heures, donc le 8 février, le professeur Luc Montagnier serait décédé dans la nuit. Personne n'en a parlé. Il se trouve que on est d'accord ou pas d'accord avec les thèses de fin de vie du professeur Montagnier. Néanmoins, il fut prix Nobel de médecine en 2008. Il a été aussi le co-découvreur du virus du sida avec le professeur américain Robert Gallo. Voilà. Et Françoise Barré-Sinoussi qui a eu aussi le prix avec lui. Elle était d'ailleurs son assistante à Pasteur. Ils ont travaillé tous les deux sur ces travaux. Voilà. Je trouve que ça mérite simplement qu'on en parle. Est-ce que la fin de vie n'efface pas quand on voit que 106 académiciens de sciences et de médecine s'étaient levés pour s'opposer publiquement à sa dérive, qu'il est allé accompagner le professeur Joyeux. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses. J'entends ce que vous dites. Gilles évoquait, on en a parlé hors antenne, en disant aux gens, allez voir si vous n'avez pas le sida, si vous n'êtes pas séropositif. J'entends très bien ce que vous dites. Le vaccin contiendrait une part du virus du sida. On ne peut pas dire des choses comme ça. Maintenant qu'il ait pu dire que le virus Covid
ait été fabriqué en Chine par des humains. Non, c'est au-delà de ça. Personne n'a démontré le contraire. C'est au-delà de ça. Ah bah non, ne défendez pas cette thèse. Non, mais je ne défends rien. Ah si, vous dites personne n'a dit le contraire. Oui, voilà. Non, mais personne n'a dit le contraire. Enfin, personne n'a démontré le contraire. Ah oui, je veux être juste prudente. Je dis simplement, et par rapport à ce que vient de dire Valérie, je ne pense pas que des déclarations ou peut-être des divagations de fin de vie annulent une carrière de quelqu'un qui a quand même publié des milliers d'ouvrages. Il est l'auteur de 350 publications scientifiques et de plus de 750 brevets. Donc vous aimez Céline ? C'est la même chose. Mais Céline, attendez, vous ne pouvez pas comparer Luc Montagnier à Louis-Ferdinand Céline, mais cela ne m'empêche pas. Non, je parle dans l'idée de séparer l'œuvre je dis juste, mais Louis-Ferdinand Céline est un très grand écrivain, dont je n'approuve rien de ce qu'il fut. Mais si vous relisez Céline, c'est une langue française hors norme. Voilà. Dominique ? Je voudrais prendre les choses autrement. J'ai appris hier, je crois, la mort du professeur Luc Montagnier, qui a des facettes de ce personnage très contrastées, et certaines prêtent largement à discussion, mais il y a eu aussi sa part de génie. Oui. Moi, je dis les choses très simplement. Comment ça se fait que cette information, le décès de cet homme éminent et qui a compté, comment ça se fait qu'elle ait été donnée en exclusivité, si je puis dire, utiliser ce vocabulaire ridicule, mais qui semble s'imposer aux yeux de certains, au site de François, enfin qui font office de un petit site complotiste, etc. Comment ça se fait que ça n'ait pas été donné? Au nom de quelle revanche? Au nom de quelle amertume? Au nom de quoi? Vous savez, je suis comme beaucoup, quand j'ai appris ça, et d'ailleurs certains l'ont dit, j'ai cru que c'était une fake news, que c'était pas vrai, etc. On est dans une situation, j'espère que ce sera rattrapé, mais ne nous trompons pas. J'adore Patricia, mais là, Patricia, dans ce que vous avez dit, il y a une espèce d'ambiguïté. Ce n'est pas nous, là je me mets modestement comme simple journaliste dans le lot, ce n'est pas nous qui avons voulu, parce qu'il aurait tenu des propos et eu des démarches à certains moments sur la fin contestables, qui aurions voulu taire l'événement de sa mort et taire ce qu'il a apporté à l'humanité. C'est lui, ses proches, je sais pas, c'est pas ce qu'il faut dire. Vous vous rendez compte, le truc invraisemblable, on ne nous dit pas officiellement qu'il est mort, mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est François. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il aurait réservé l'exclusivité de sa mort à François. Je n'imagine pas. Écoutez, je vais être clair. Faut chercher. Hein. Non, je vais être clair. Je l'ai très très bien connu. Je l'ai emmené en Afrique avec le professeur Gallo, où ils se sont réconciliés sur la terre africaine au Cameroun. Ils ont monté un centre de recherche pour le sida, qui s'appelle aujourd'hui le centre de recherche Chantal Biya. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que je n'imagine pas à ce niveau de ce qu'était cet homme, qu'il demande avant sa mort que l'exclusivité de l'annonce soit pour François. Il était d'un autre niveau. Donc vous êtes en train de dire que c'est les médias qui veulent pas parler de sa mort. Je n'ai rien dit. Ah si, alors comment vous l'expliquez? Non. Comment vous expliquez que les grandes politiques, les grands médias non, je dis simplement, pour l'instant, la famille ne l'ayant pas annoncé, et j'ai été très prudente en parlant dès le départ. Est-il vraiment décédé? Edgar Morin, si vous reposez la question... Non, mais attendez, Edgar Morin a tweeté ce matin qu'il était décédé, il lui a rendu hommage. Comment vous expliquez que les médias n'en parlent pas, alors? Mais je ne l'explique pas. Donc il y a bien une raison. Bon. Non, il y a un malaise. Il y a un malaise, et cet homme, quelle que soit sa vie contrastée, mais qui a été à un moment une vie de génie et de création, cet homme, à la fin de sa vie, méritait mieux que la situation dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui. Allez, on va continuer notre tour de table dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va revenir sur les sondages également, les différents mouvements politiques. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, avec Patricia Balme, Dominique de Montvalon, Gilles Gansman et Frédéric Dabi. Rapide coup de cœur pour Gilles qui est... Oui, ça va être rapide. J'ai été... je vais vous raconter ma vie personnelle, puisque Frédéric a raconté sa vie perso. Allons-y sur nos souvenirs. Mais les choses qu'on peut dire. Voilà, exactement.
Moi, j'ai été à Londres et j'étais étonné parce que Londres est une ville sans Covid, où le Covid n'a pas existé. Quand vous allez là-bas, vous avez l'impression, vous ne le voyez pas dans les journaux, il n'y a pas les chiffres des morts, les journaux parlent d'actualité et surtout, la société s'est réorganisée. Par exemple, comme il n'y a plus trop de personnel, alors c'est aussi l'effet du Brexit, désormais tout se fait avec son portable. J'étais dans un restaurant, vous envoyez votre numéro de table, vous choisissez ce que vous mangez, vous pouvez mettre en commentaire grillé, pas grillé, et c'est la cuisine qui vous amène les plats. Il n'y a plus de serveur. Et ben, par exemple, vous avez votre appli, vous choisissez ce que vous voulez, vous mettez votre numéro de table, et c'est la cuisine qui vous amène les plats. Vous pouvez commenter, vous pouvez écrire, et mieux, j'étais au théâtre, et au théâtre, pour les raisons sanitaires, ils ont fermé les bars, mais vous avez une appli, vous avez un QR code sur la chaise qui est devant vous, et moi on m'a amené mes boissons sur mon siège, j'ai mis mon numéro de siège. Mais alors je dirais pas comme vous, je dirais que le Covid est partout. Non, il y a un contournement du Covid, d'accord. Le contact humain, on repassera quand même, c'est terrible. Et c'est pour ça, c'était intéressant d'être là-bas pour voir une société post-Covid et de voir comment ça se mettait en place, mais personne, il n'y a plus de masque, il n'y a plus... ni dans les transports, ni dans les restaurants. Ni au théâtre, ni nulle part. Et j'ai fait un test tout à l'heure, ça va. Bon. Merci pour nous. Il y avait le doute. Merci pour nous. Dominique, coup de gueule qui ne va pas plaire à certains de nos auditeurs, je pense. Oui, mais c'est pas... Je les respecte et je respecte leur réaction. Je prétends pas avoir la vérité révélée. Hein. Non, c'est à propos des convois de la liberté. Et je trouve que c'est à la fois extrêmement intéressant parce qu'il y a de tout là-dedans. Hein. Il y a des gens qui créent une colère. Je veux le faire bref, mais il y avait notamment un père de famille qui gagne pas beaucoup d'argent pour sa famille et qui dit c'est pas possible. Comment vais-je mais il y a aussi là-dedans des complotistes de première, de mon point de vue. Hein, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est comme ça que je le vis. Et je trouve qu'au départ, la façon dont est accompagné le démarrage de ces convois à la liberté est quand même de la part... Alors, je sais bien qu'en disant ça, je suis un peu dans l'amalgame, je généralise, et ça me gêne parce que c'est pas bien. Mais je trouve quand même que la couleur médiatique est quand même très favorable. Alors, qu'est-ce que... Il y a d'autres choses qui peuvent être dites. Leur colère, c'est une chose. Vouloir bloquer Paris. J'espère qu'ils n'y arriveront pas. Vouloir bloquer Paris, comme ils ont bloqué Ottawa, c'est un exercice démocratique normal ? Pour moi, non. Mais il y a deux choses que vous évoquez, et celle des médias, qui j'ai regardé moi aussi des chaînes d'infos hier, qui semblent attendre, parce que les Gilets jaunes, ça les a fait vivre pendant des semaines et des semaines. Ça va rebondir. Et de la même manière qu'on dit que les sondages fabriquent l'opinion, je pense que les médias peuvent fabriquer aussi un événement. Bien sûr. Moi, je pense que tous ces mouvements, je pense aux Gilets jaunes et aujourd'hui aux Camions de la Liberté, ils ont tout intérêt à faire en sorte que les médias se saisissent de leur idée de bloquer Paris, parce que ça va les aider à amener d'autres gens qui vont les rallier et faire pression. Donc l'utilisation des médias par ces mouvements est quand même un événement à souligner. C'est un facteur important. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de communicants et d'attachés de presse, ces gens. Ils ont les chaînes d'infos. Oui, Frédéric, vous en pensez quoi? Oui, on ne sait pas ce que va devenir ce mouvement. Peut-être qu'il va. En tout cas, il est quand même beaucoup plus marginal en termes d'émetteurs que le mouvement des Gilets jaunes, qui vraiment fait reposer sur... je dirais des ressentis très forts des Français, et le soutien était tout à fait fort, même pendant les actes de violence. Le ressenti, c'était le travail qui paye mal, ce qui est vraiment maintenant devenu une vraie perception dans l'opinion, plus que le fait de ne pas avoir un emploi. L'injustice suprême, c'est avoir un travail qui ne permet pas de vivre. Et puis, le sentiment d'être matraqué par la fiscalité écologique. Moi, si j'avais un micro coup de gueule, c'est, on l'a vu avec, là aussi, je pense que je vais me faire attraper par votre patrouille, on l'a vu pendant les manifestations des anti-vax avec ces sympathiques étoiles jaunes, c'est cette capacité à systématiquement ramener tout événement à la Seconde Guerre mondiale. Les convois de la liberté, les camions de la liberté, on voit
comment dire, le clin d'œil à un événement de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vu une personne qui était de ce mouvement aux États-Unis qui a parlé de l'État américain comme la Gaspacho et non pas la Gestapo. Elle s'est trompée. Non, je trouve que c'est absolument insupportable. Laissons la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'événement le plus dramatique de l'histoire de l'humanité, 50 à 60 millions de morts, là où elle est, et arrêtons de goodwiniser systématiquement tout événement. Oui, mais la nostalgie du passé est effrayante aujourd'hui, mais peut-être parce qu'il faut aussi renouveler certaines choses dans la société française. Et moi, ce qui me choque dans ce convoi, c'est quand on les interviewe, ils disent qu'ils ne vont pas voter. Et ça, moi, ça me pose un vrai problème. Parce que s'ils défilent contre Macron, s'ils défilent contre le pass, eh bien, il y a une démocratie et ils disent tous qu'ils ne vont pas voter. Allez voter. Parce qu'ils ne croient plus aux politiques. Xavier nous dit les médias ne parlent que des antivax et complotistes dans le convoi de la liberté alors que c'est une somme de colère. Pourquoi bloquer Paris? Parce que la province est ignorée de Paris et vos chroniqueurs réagissent en parisien. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, Valérie. J'ai dit que c'était la démonstration et l'illustration d'une colère qui est une colère sous-jacente. Et les gilets jaunes étaient marginaux au début, nous dit aussi Xavier, au début du mouvement, selon les médias. Donc, oui, c'est vrai. Donc mais pour rejoindre Dominique, je crois qu'il y avait une sorte d'amplification. C'est-à-dire, il démarre sous les foules. Il n'y avait pas une foule gigantesque comme à Ottawa. Ça prendra peut-être de l'ampleur, mais pour le dire brutalement, et ça ne vaut pas pour tout le monde, etc. Je croyais entendre, je croyais voir, je voyais, j'entendais la satisfaction de quelques-uns ou de quelques-unes devant le fait qu'il y avait un nouveau feuilleton qui allait démarrer et que ça allait faire des images. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. On va parler des sondages et de la campagne, mais on a en ligne avec nous Christine Bouillot, qui est notre correspondante à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour Valérie. Je voulais vous avoir, parce qu'il y a beaucoup de réactions de nos auditeurs suite à ce qu'on évoquait à propos du convoi de la liberté. Vous étiez, vous, hier, au départ d'un de ces convois. Alors racontez-nous, qui sont-ils ? Qui sont ces gens qui, aujourd'hui, ont décidé de venir bloquer Paris ? Alors, je dirais qu'il y a trois morceaux, il y a trois blocs. Il y a d'anciens gilets jaunes, ça c'est clair et net, ils s'affichent comme tel, ils le revendiquent avec l'organisation qu'ils avaient des manifestations des ronds-points. Il y a très clairement toute une frange d'anti-pass, anti-vax, tout ça mélangé avec beaucoup de théories complotistes. Beaucoup m'ont dit que la pandémie n'existait pas, que c'était une fabrication et ils en sont absolument convaincus et que les lois liberticides qui ont été votées ont été finalement que la queue de la comète d'un grand complot mondial. Et ensuite, il y a une frange de personnes qui sont ouvertement anti-Emmanuel Macron. Voilà, c'est un peu ces trois catégories-là où l'on retrouve essentiellement la question du pass sanitaire et du pass vaccinal. Beaucoup de personnes l'ont affirmé ouvertement et sans se cacher qu'elles n'étaient pas vaccinées, qu'elles ne comptaient pas l'être. Ensuite, ce sont surtout ils le reconnaissent, des retraités, parce qu'il faut du temps pour monter à Paris, il faut un peu d'argent aussi. Donc, la question du pouvoir d'achat, je ne peux pas vous dire que ce soit le premier sujet qui venait dans les conversations. Il est difficile de dire combien ils seront à l'arrivée aussi, parce qu'ils étaient une cinquantaine à Perpignan, ils étaient une petite vingtaine arrivés à Toulouse. Beaucoup font des petites rançons, s'arrêtent, ils font demi-tour. Donc là, je retourne les voir, puisqu'ils repartent de Toulouse en direction de Limoges. Ils ont été rejoints par des convois qui arrivaient de l'Ariège, de Gers, des Hautes-Pyrénées. Mais disons que c'est tout un groupe de citoyens qui aujourd'hui sont ouvertement contre un système. Ils ne savent pas lequel ils veulent vraiment, mais celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, ils n'en veulent plus, très clairement. Merci Christine, je voulais vous avoir rapidement pour que vous nous racontiez ce que vous aviez vu. Vous étiez, vous, au sein même donc, de ces convois. Ce matin, Jérôme Rodriguez était l'invité de la matinale de Sud Radio. Et il disait que les Gilets jaunes soutenaient ce convoi. Je voudrais qu'on parle et qu'on profite d'avoir Frédéric Dabi avec nous ce matin pour parler de l'élection, pour parler de cette campagne
campagne, de notre sondage quotidien qui place Emmanuel Macron en tête, 25,5%, et Valérie Pécresse qui a perdu dans le sondage hier 0,5, donc qui est à 15, et Éric Zemmour qui est à 14,5, quasiment 15. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, nous sommes le 9, le 10 février, donc c'est à deux mois on est à J-59 et 2 mois pile du premier tour. Ça permet de faire un premier bilan de notre rolling qui est relativement figé par rapport au rolling 2017 et 2012. Ce qui frappe, c'est, vous l'avez dit, Emmanuel Macron en pôle position, un niveau très élevé avec des scores homogènes dans la plupart des catégories, même s'il surperforme dans la France qui va bien. Il est à un niveau supérieur à son socle électoral du 23 avril 2017. C'est le premier président qui se représente depuis Mitterrand en 88, qui fait un score supérieur à ce qu'il avait obtenu auprès des Français à l'élection présidentielle précédente. Alors bien sûr, il continue à faire fonctionner cette équation électorale. Hier, dans le rolling, il prenait 25% des électeurs de François Fillon. Ce n'est pas rien. Alors, il y a peut-être un petit effet international avec la rencontre avec Vladimir Poutine. Il arrive à séduire un électeur socialiste sur 5, ces fameux sociodémocrates dont on parlait tout à l'heure. Deuxième enseignement, Valérie, c'est quand même cette incertitude. Oui, rarement vu pour la deuxième place. Il y a 2 à 3 points d'écart entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Ce qui est intéressant, c'est la capacité d'Éric Zemmour à capter de l'électorat Fillon, de l'électorat Le Pen, et une sorte de tectonique des plaques qui fait que jusqu'au bout, ça peut beaucoup bouger. C'est-à-dire l'hésitation Zemmour-Pécresse, l'hésitation Zemmour-Le Pen, et de l'autre côté, une hésitation Macron Pécresse, puisque une des forces d'Emmanuel Macron pour l'instant, c'est de capter un électorat de droite, et l'arrivée d'Éric Woerth qui, je ne crois pas à la logique des ralliements, mais il personnifie ce qu'on avait appelé ensemble plusieurs fois la Sainte Alliance LR-LREM sur l'adhésion aux réformes. Et troisième enseignement, on en a parlé tout à l'heure, c'est la situation de la gauche jamais vue, catastrophique, qui voit arriver comme jamais le mur d'un troisième 21 avril. Ouais, 2,5% pour Anne Hidalgo, 3,5% pour Fabien Roussel, 0,5% pour Philippe Poutou, Yannick Jadot aussi, qui est quand même aussi une grosse déception, 4,5%. Oui, puisque la présidentielle, c'est pas une affaire de marque partisane, c'est pas l'Europe écologie les Verts, c'est Yannick Jadot. N'oublions pas qu'il reste peu connu des Français dans le baromètre fiducial Paris Match Sud Radio d'hier. Il y a un tiers des Français qui ne connaissent pas. Et puis on va se parler très franchement, sa campagne est, je dirais pas sabotée, mais très fortement brouillée par l'omniprésence de Sandrine Rousseau. La présidentielle, c'est pas un binôme de candidats, c'est un candidat unique, en l'occurrence Yannick Jadot. Une Sandrine Rousseau qui dit en général 9 fois sur 10 le contraire de ce qu'il a dit juste avant. Et moi, je vais vous donner mes chiffres à moi, les chiffres médias. Hier, Éric Zemmour a fait 899 000. C'est un gros score sur BFM. 4,8% part de marché. Bon, il n'a pas battu les Baudins, mais qui ont fait 5,6 millions. Et vous donnez à titre comparatif, donc 899 000 pour Éric Zemmour et Bruce Toussaint, et Valérie Pécresse et Jean-Jacques Bourdin, c'était 620 000, 3,4% part de marché contre 4,8%. Intéressant, ouais. Alors, Patricia Ball. Concernant Valérie Pécresse, et puis bon, on parlera peut-être du ralliement d'Éric Woerth à Emmanuel Macron. J'ai lu partout et tout le monde a dit elle n'imprime pas, elle n'a pas d'incarnation. Mais moi je vais aller plus loin. Moi je voudrais à tous qui êtes là et des observateurs politiques vous poser des questions. Est-elle radicale socialiste façon Chirac? Est-elle d'une droite Ciotti? Est-elle sarco-compatible? Moi, je n'ai pas la réponse. Et je pense que le fait de ne pas avoir la réponse, c'est assez grave. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est, une femme de droite. Quelle droite? Et le problème, c'est qu'elle n'a pas réussi à se positionner clairement. Pourquoi Éric Zemmour prend des voix à Valérie Pécresse avec l'électorat Ciotti-Fillon? C'est parce qu'il est clair sur ses positions. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Éric Zemmour, c'est pas le sujet. Elle n'a aucune clarté. Elle veut prendre des voix partout, au centre droit, au centre gauche. Voilà. Mais c'est Judith Weintraub qui résumait assez bien en disant on s'est résumé Éric Zemmour, on s'est résumé en une phrase Marine Le Pen, Valérie Pécresse, on ne sait pas. Et j'irai encore plus loin, pardon Frédéric, juste une petite chose, on a su ce qu'était le chiracisme, le sarkozysme, bref, c'est quoi le pécressisme? Il n'y en a pas. Ouais. Non, Dominique? Non, quand j'entends Patricia, le deuxième point ne tue pas le premier. Je suis totalement d'accord. C'est une observation. J'ai presque envie de dire de façon neutre. Hein, c'est pas politique, c'est psychologique. C'en est poignant.
on est poignante, elle se cherche à un degré tel, alors on verra, il y a cette réunion publique qui va peut-être faire bouger les choses. J'ai un peu des de nature non, je dis ça pour ne pas injurier l'avenir immédiat. Bon. Frédéric, un meeting peut... juste dire, c'est que en même temps, quand Patrice a dit, mais qu'est-ce que c'est que le chiracisme et le pécressisme aujourd'hui? Pendant très longtemps, on ne savait pas ce qu'était le chiracisme. Il s'est cherché pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'elle surgit là, à la tête d'un parti éclaté, un parti amputé, et un parti quelque part, par rapport à elle, déséquilibré. Elle ne peut plus être le pivot d'un parti avec des sensibilités, des ailes, des choses comme ça, etc. Quand vous pensez, je pourrais citer d'autres noms et on les a plus ou moins tous en tête, mais quand vous pensez que Éric Ciotti, qui a cherché pendant quasiment 2 ans à devenir maire de Nice, et qui à la fin des fins a été obligé de se rendre à l'évidence et à jeter l'éponge. Il n'y est pas arrivé, il n'est même pas réussi à être convenablement candidat à la mairie de Nice. Je dis ça, pourquoi? C'est Éric Ciotti, qui est un homme respectable et intéressant, mais c'est Éric Ciotti qui serait aujourd'hui la boussole idéologique et politique et psychologique des LR. Mais où sont les LR? C'est pas possible. Alors elle flotte là-dedans parce qu'elle peut pas le dire en face, mais bon. Mais je lisais un tweet de quelqu'un qui disait Emmanuel Macron a tout intérêt à pas se déclarer puisque la droite et la gauche s'entretuent et s'autodétruisent. Oui. Pardon, Frédéric. Non, mais c'est vrai que pour réagir à ce que vous dites, Valérie, l'anti-macronisme ne structure pas la campagne comme l'anti-sarkozysme dès 2010-2011. Était vraiment une ligne de compréhension et de structuration de la campagne. Alors sur ce qui a été dit par Patricia et Dominique, je partage globalement. Valérie Pécresse, c'est aussi, comme vous le dites Dominique, un héritage. Quand on voit sa structure électorale, elle a une structure que j'appelle Fillon vintage, dans le sens où elle fait des bons scores. Non mais il n'y a aucune plaisanterie, c'est une bonne forme. Fillon et vintage. Parce qu'elle est plutôt à un niveau élevé dans les segments électoraux traditionnels de la droite, personnes âgées, catégories aisées, diplômées, mais comme Fillon à son époque, et même comme Sarkozy en 2012, elle ne parvient pas à percer chez les jeunes, chez les CSP-, les catégories populaires, et surtout dans le segment qui permet de gagner une présidentielle, le salariat. La France du travail, depuis le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, le salariat a été perdu par la droite. La phrase de Malraux, le gaullisme, c'est le métro aux heures de pointe, ce n'est plus vrai. Deuxièmement, par rapport à ce qu'a dit Patricia, pour dépasser cette quadrature du cercle, est-ce qu'il faut engager une bataille sur 2 fronts? Le front Macron, c'est des électeurs de droite attachés aux réformes, ou le front Le Pen-Zemmour, des électeurs plus radicalisés qui sont très polarisés par des questions identitaires. Elle a un levier, c'est le changement, incarner le changement. C'est ce qu'avait fait Chirac en 95. Pour l'instant, c'est compliqué, sans adversaire, dans un contexte Covid et en étant malgré tout peu audible. Et puis, il n'y a pas une grande différence dans la perception des gens entre elle et Emmanuel Macron. Son vrai problème, c'est qu'elle donne l'impression de faire partir de l'élite. Je ne sais pas si vous regardez Canteloup de temps en temps, mais Canteloup la présente en sortant de grands magasins en Gucci, et puis elle pose ses bagages et elle fait « Ah, il faut que je vous parle de quelque chose ». Mais c'est l'argument de Zemmour, ce que vous venez de dire. Exactement. Et on croit qu'elle va parler de politique, elle fait « Oui, c'est mon nouveau sac que je me suis acheté ». Et du coup, elle parle pas politique. Et donc, on a l'impression... C'est injuste, mais hélas, c'est la vie. Beaucoup d'auditeurs nous reprochent de ne pas parler des petits candidats et vous reprochent, Frédéric Dabi, de ne pas les sonder et de dire vous avez Georges Kuzmanovic qui vient chez vous de temps en temps, qui est candidat à la présidence, vous n'en parlez même pas. Alors, pour vous dire, nous avons réalisé un sondage pour le compte de son parti qu'il a lui-même diffusé, donc j'appelle votre électeur à aller voir ce sondage. Auditeur. Et j'ai dit quoi? Auditeur, oui, parce que... aujourd'hui, candidat. Ce matin, il a été fait part de Valérie Express. Maintenant, c'est la... Non, mais bien sûr... Mais ça donne quoi, par exemple, un Georges Kuzmanovic?
il était testé à 0,5% d'intention de vote, mais il est sur une logique de recherche de parrainage et de faire progresser sa notoriété. Pour l'instant, il y a une trentaine de candidats qui ont envoyé quelques parrainages. On ne peut bien sûr pas tous les tester. Mais François Asselineau, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'est pas... François Asselineau, il y a un doute sur sa capacité à avoir les parrainages, mais dès qu'il sera en capacité de les avoir, je pense que les commanditaires diront tous. Non, il n'est pas de 500, il est à 171 de mémoire. Il est au-dessus de Marine Le Pen, bien au-dessus d'Éric Zemmour. Donc dans la logique. Moi, je ne suis pas du tout opposé à tester François Asselineau, mais en tout cas, oui, à partir du 4 mars, tous les candidats ayant eu leur parrainage seront testés dans le rolling. Bon, ça voilà, ce sera à partir du 4 mars. Entre le 4 et le 7 mars, au moment où le Conseil constitutionnel donne son aval. Qu'est-ce qui peut se passer, vous, donc, dans ce rolling, vous voyez ça varie de 0,5 Non, il y a cette hésitation, ces plaques tectoniques dont on parlait. Il y a des logiques de vote utile qui peuvent se mettre en place. Par exemple, en faveur de Jean-Luc Mélenchon, si la gauche autre que Jean-Luc Mélenchon reste si basse, mais l'image de Mélenchon étant tellement abîmée, il aura sans doute des difficultés à refaire le coup de 2017. Et puis voilà, il peut, là où il y a vraiment une vraie difficulté, et je dis pas ça pour ouvrir le parapluie, on fera le bilan le 10 avril au soir, c'est cette hésitation Pécresse-Macron, Pécresse-Zemmour, Zemmour-Le Pen, qui fait que les électeurs peuvent changer d'avis, je pense, jusqu'au bout. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens que vous sondez, quand vous les interrogez sur leur intention d'aller voter, c'est plus ou moins élevé que lors de la précédente élection ? Le taux de participation est moins élevé. N'oublions pas qu'on est dans un cycle abstentionniste jamais vu depuis 2017, où toutes les élections à 2 tours ont donné une abstention majoritaire. Est-ce que le record du 21 avril 2002, c'est-à-dire 28,3% je crois, d'abstention va être battu? C'est un risque élevé. Moi, j'ai regardé, une étude de l'INSEE hier sur les abstentionnistes et les catégories socio-professionnelles d'abstentionnistes. Et en fait, les employés non qualifiés et les ouvriers ont une tendance de plus en plus importante à s'abstenir et à ne pas voter. Quel délai pour le rolling entre un événement comme l'émission d'Éric Zemmour et un meeting pour que ça se répercute dans le rolling ? Techniquement, le rolling est un sondage glissant, donc chaque jour 500 personnes, il faut attendre 2-3 jours pour que l'ensemble d'un échantillon soit exposé à un événement de campagne. Par exemple, ce n'est qu'hier soir que les 2 meetings de Le Pen et Zemmour ont fait l'objet. Mais c'est ça qui est intéressant, on n'est pas à chaud. Par contre, il y a des événements de campagne qui ne font pas bouger les lignes. Il y en a d'autres qui font bouger les lignes immédiatement. Quand François Bayrou se rallie à Emmanuel Macron gagne 4 points en à peine 2 jours. Et puis, il y a des événements où la digestion de l'opinion est lente. Il faut attendre plusieurs jours avant que les choses infusent. Et pardon, quels événements de campagne ne font pas bouger les lignes, par exemple ? J'ai un exemple historique. Les crimes de Mohamed Merah en 2012 ont eu lieu en plein rolling. C'était à la mi-mars de mémoire 2012. Ça n'a pas changé fondamentalement le rapport de force, alors que d'aucuns disaient ça va donner un atout de légitimité, par exemple, à Nicolas Sarkozy, ou ça va faire monter Marine Le Pen. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler tout de même d'Éric Woerth, qui soutient Emmanuel Macron. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Frédéric Dabi, Patricia Balme, Gilles Gansman. Dominique de Montvalon est obligé de nous quitter un petit peu plus tôt. Parlons de ce ralliement d'Éric Woerth à Emmanuel Macron. Alors, est-ce que ça, c'est de nature à faire... C'est quoi ça? Vous l'interprétez comment, Patricia? Moi, je l'interprète comme une erreur de Valérie Pécresse. C'est-à-dire, quand on a une garde historique, parce que malgré tout, Éric Woerth a eu un parcours, bon, il a été ministre, mais pas seulement, il a été aussi trésorier de l'UMP, des Républicains, proche de Nicolas Sarkozy, enfin bon, peu importe. On garde ces gens qui ont été témoins de plusieurs campagnes électorales et on leur fait un peu de câlinothérapie, on leur donne une place. Mais quand vous les abandonnez sur le bord de la route, eh bien ils changent de route et ils vont ailleurs. Oui, mais ça pose le problème de la crédibilité des hommes politiques quand même, et de leurs convictions. Oui, mais Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont rejoint Emmanuel Macron, après avoir dit pique-pendre sur eux, comme Éric Woerth d'ailleurs a dit des horreurs. Justement, j'ai un son de quotidien avec tout ce qu'il a dit sur Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a une supercherie Macron aujourd'hui et qu'elle se voit tous les jours. Il n'y a pas de bienveillance particulière chez Emmanuel Macron, il est extrêmement dur. Le président ne connaît pas les Français.
Macron, il dit jamais qu'il est de gauche, mais enfin, il est entouré d'experts de gauche, de fonctionnaires de gauche, la plupart des politiques sont de gauche. Bon, bref, il est de gauche. C'était dans le quotidien hier soir. C'est assassin. Ouais, c'est assassin. Maintenant, on l'a dit plusieurs fois ici, je ne crois pas que des ralliements changent les rapports de force électoraux. La présidentielle, c'est pas une course au soutien, c'est pas une course au ralliement. Autrement, Édouard Balladur aurait gagné largement en 95 ou Bruno Maigret aurait dépassé Jean-Marie Le Pen en 2002. Mais c'est vrai que Éric Woerth, il est au carrefour de plusieurs éléments intéressants pour Emmanuel Macron. Il incarne une réforme réussie, dans le sens où elle a été soutenue par les Français, elle est passée, la réforme des retraites de 2010. Et dans cet électorat de droite dont on parlait précédemment, qui hésite entre Macron et Pécresse, c'est un élément fort. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est très sensible à la question de la dette, des déficits. Alors, à mon avis, il y a des sons où il étrille les déficits depuis le quoi qu'il en coûte, mais que les macronistes ou que la majorité présidentielle puisse dire on a quelqu'un qui est très sensible à la dette, qui a sans doute compris que le contexte actuel fait qu'on laisse filer les déficits, est un poids également important. Maintenant, voilà, est-ce que ça va changer complètement la situation de Valérie Pécresse? Les difficultés qu'on a cernées tout à l'heure restent là. Éric Woerth, c'était quelqu'un qui est quelqu'un qui est assez connu des Français. On le testait à l'époque dans le baromètre Match. Il avait plutôt une image d'expert et de quelqu'un qui n'était pas complètement vu comme un homme politique traditionnel parce qu'il y avait cette expertise et de sérieux. Et puis le roi des non-lieux aussi, faut le dire. En économie. Maintenant, c'est vrai que ces petites phrases, ça reste dévastatrice. Oui, ça reste dévastateur. Mais est-ce que c'est pas alors on extrapole, mais est-ce que c'est pas le symptôme aussi, enfin ce que vous venez de dire aussi, d'une espèce de scission aussi chez les LR? On voit que Nicolas, ça a commencé en 2017. Que Nicolas Sarkozy ne soutient pas sa candidate, ce qui est quand même invraisemblable, non? Non, c'était pas invraisemblable. Dans la logique des choses, si le candidat lui avait plu, il n'y en avait pas beaucoup, je crois, il l'aurait soutenu. D'abord, s'il y avait cru. Ça veut dire qu'il n'y croit pas. Il y a deux aspects. Si vous écoutez tous les meetings, toutes les déclarations et les interviews de Valérie Pécresse, elle a beaucoup plus fait référence à Jacques Chirac qu'à Nicolas Sarkozy. Premier point. Second point, Nicolas Sarkozy l'a fait ministre tout de même. Et troisième point, quand on a un homme d'expérience comme Nicolas Sarkozy et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais il a été président et il a une vie politique derrière lui, on lui demande son avis de temps en temps, on va le consulter. Elle l'a zappé. Elle se contentait de 2-3 appels téléphoniques et encore. Et quand on reprend... Elle n'allait pas rue de Miroménil ? Non, c'est demain. Non mais elle n'y allait pas pendant les années 2017-2021 ? Non, elle y est allée il n'y a pas très longtemps. Pour que vous voulez voir quelqu'un dont vous avez quitté le parti. Elle avait quitté le parti. Exactement. Donc, il y a un moment... Il eût été intelligent de sa part peut-être d'aller lui demander des conseils. Il a une expérience malgré tout. Et elle utilise en plus, elle ressort le Karcher de la cave, comme on l'a dit, qui était l'idée de Nicolas Sarkozy. Elle pouvait lui passer un petit coup de fil avant. Et peut-être que lui... En plus, le Karcher, c'est un peu l'échec de Nicolas Sarkozy. Mais il lui aurait peut-être conseillé de ne pas employer cette formule et d'en trouver une nouvelle. Donc, Frédéric Dabi parlait de vintage Fillon. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, Pécresse est dans le vintage total. Elle n'a pas une idée originale. Elle n'a pas une idée qui l'identifie en tant que candidate quand même à l'élection suprême. Accessoirement, c'est pas une candidature pour une région. Donc moi, je pense que c'est un échec total. Que Nicolas Sarkozy, en plus, n'ait pas envie de la soutenir au cas où elle perde. Et il perd quelque chose aussi dans l'image, si elle perd et qu'il l'a soutenu fortement. Je pense qu'il attendra peut-être la limite, le dernier moment. En revanche, et ça j'en suis certaine, il n'a pas dit son dernier mot pour les législatives. Où là, en effet, il veut sauver sa famille politique et il imposera peut-être des candidats au président Macron réélu. Voilà. Finalement, c'était peut-être Xavier Bertrand le bon candidat. Peut-être. La fin de l'interview d'Éric Woerth, je l'ai retrouvée. Le journaliste lui dit: vous êtes proche de Nicolas Sarkozy, savez-vous ce qu'il pense de votre démarche? Il dit non, je ne parlerai pas en son nom. Je note qu'il n'a pas encore pris position.
C'est la dernière phrase qui est sous forme de coup de poignard. À Pécresse. Qui est assez, bien sûr. Coup de poignard à Pécresse. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on va faire ce que nos auditeurs détestent, est-ce qu'Emmanuel Macron est quand même le grand favori, où il peut se passer encore, il peut tout se passer. Je pense qu'on est quand même, on l'a dit ce matin chez Patrick Roger et Cécile Ménibus, et on l'a redit là, on est quand même dans une période extrêmement incertaine. Le Covid fige les choses, l'abstention s'annonce forte, beaucoup de Français peuvent changer d'avis. Il y a cette hésitation entre les électorats. C'est vrai que le président sortant, pas encore candidat, est plutôt favori, mais regardons la balise qui a été diffusée ce matin. Le souhait de victoire pure des Français pour Emmanuel Macron n'est que de 31%. Alors 31%, ça peut être un socle électoral très important. Par contre, le pronostic de victoire va-t-il l'emporter est majeur et majoritaire dans toutes les familles politiques, y compris à gauche, y compris au Rassemblement national. Sur Valérie Pécresse, nous avons, pendant cette émission, montré des difficultés, des fragilités, mais voilà, c'est quelqu'un qui a quand même qui a pas souvent perdu des élections. C'est quelqu'un qui sait se battre. Voilà. C'est quelqu'un qui a la région Île-de-France comme élément de preuve sur le fait, va-t-elle faire ce qu'elle dit la pente est rude, comme disait Jean-Pierre Raffarin, mais en 2 mois, tout peut changer. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Et le rolling ce soir, ce sera dans les vraies voix à 17h avec Philippe David. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.